Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, Bonjour et merci de votre présence. avec plaisir. Voilà, je vais passer slide. Hop. Voilà, donc comme expliqué en introduction, donc je m'appelle Simon-Pierre Bruls, je suis le cofondateur d'Universem, qui est une grosse agence en marketing digital que vous connaissez certainement si vous êtes plutôt vous travaillez dans les grands comptes. Et il y a 2 ans, j'ai relancé donc un cabinet de conseil spécialisé en marketing et marketing digital pour des PME essentiellement B2B industriels. Voilà, ça c'est en 2 mots qui je suis. Alors ici, l'objectif, c'est un peu vous expliquer qu'est-ce que c'est le marketing digital, quelles sont un peu les différentes techniques qui permettent justement de générer des leads et de se créer une base de données de prospects et de clients. Et puis, on le verra justement avec le lien de la formation, comment est-ce qu'on peut faire et mettre en place toutes ces actions en respectant évidemment les différentes lois. Alors, pour commencer, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que beaucoup d'entreprises en Belgique, et pas que les PME, même les grandes entreprises, ont encore un retard au niveau maturité digitale et marketing. Et ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, il y a un parallèle entre la maturité marketing d'une entreprise et la maturité digitale d'une entreprise. Et alors, ce qui est important, c'est qu'on a plusieurs phases de maturité qui expliquent un peu le slide. Alors, je vais essayer d'être assez rapide. Si vous voulez que je revienne sur des éléments, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, si on y reviendra, parce qu'il y a quand même beaucoup de matière, donc j'ai pas envie de passer trop de temps dans les détails, mais n'hésitez surtout pas à m'interpeller si vous voulez que je revienne sur certains éléments. On a en fait 4 phases de maturité qui ont été identifiées par Google. Il y a vraiment les entreprises qui exécutent simplement des campagnes. Il y a les entreprises qui vont commencer à utiliser leurs propres données dans l'achat automatisé et dans l'optimisation des campagnes. Ensuite, il y a la troisième phase de maturité qui est la phase connectée, où là, on va intégrer et activer des données sur l'ensemble des canaux. Donc, ça veut dire qu'en fonction des résultats des campagnes sur LinkedIn, par exemple, on va récupérer des informations et de la donnée pour recibler après sur Facebook. Et puis, quand la personne va faire une requête sur Google, par exemple, on va pouvoir adapter le message en fonction de qui fait la requête. Donc, il y a moyen d'aller assez loin dans l'utilisation et de combiner justement plusieurs types de campagnes. Et puis, la quatrième phase, c'est vraiment le multi-moment. Ça, c'est vraiment analyser un groupe d'utilisateurs et d'adapter vraiment les campagnes en fonction de plusieurs signaux. Et on peut même adapter le site en temps réel, adapter les campagnes quasi en temps réel en fonction de ce groupe d'utilisateurs qu'on aura identifié. Donc, comme je disais, il y a vraiment une ressemblance entre la maturité digitale d'une entreprise et la maturité marketing digitale d'une entreprise. Et pour ça, je vous invite à aller faire le test sur Digiscore qui vous permet de voir justement où est-ce que vous vous situez par rapport à cette maturité marketing et marketing digital. Et voir aussi quels sont peut-être les points d'amélioration pour votre entreprise. Alors, le digital marketing, le concept. Alors, j'aime bien l'ancien PDG de Nestlé disait que l'important, c'est de compter les gens, n'est pas de compter le nombre de gens que l'on touche, mais de toucher les gens qui comptent. Avant l'arrivée du marketing digital, il y a 20 ans, quand on voulait faire des campagnes, surtout dans le B2B, on essayait de faire participer à des salons ou faire de la publicité, mais il y avait un risque évidemment de faire beaucoup de bruit et de toucher peu de personnes qui sont vraiment pertinentes par rapport à votre cible et à votre audience que vous voulez toucher. Avec l'arrivée justement du marketing digital et de différentes technologies, c'est qu'on arrive maintenant à beaucoup mieux cibler. Et donc, ça veut dire qu'on a ouvert la porte pour les entreprises B2B et industrielles de aussi se lancer dans du marketing à la performance parce qu'on peut justement aller cibler de façon beaucoup plus précise les personnes qui sont pertinentes. Et donc, ce qu'on arrive à faire, c'est d'envoyer le bon message aux bonnes personnes ou à la bonne audience en tout cas, au bon moment et sur le bon device. Parce que ça aussi, on ne
réagit pas de la même façon en fonction du type de contenu, qu'on le voit sur mobile, sur desktop, devant un écran et plus tard dans notre voiture. Donc, il faut adapter les messages en fonction des devices aussi et bien comprendre est-ce que ce qu'on a envoyé comme message est pertinent. Et tout ça, on peut l'analyser grâce à la data. Alors, le parcours client, donc le Customer Journey, il est plus complexe. On pense souvent que voilà, on va faire une campagne et puis la personne va voir la campagne et dire ça m'intéresse, je vais arriver sur le site, sur la landing page, je vais contacter l'entreprise et puis je vais recevoir un devis, je vais accepter. La réalité est quand même beaucoup plus complexe que ça. Il y a plein d'interactions, plein de touchpoints durant tout ce parcours client. Et ce qui est intéressant, c'est d'identifier ce parcours client type de 1, 2 ou 3 buyers persona pour votre entreprise et de comprendre, OK, comment est-ce que vous voulez toucher la première fois? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils s'intéressent plus à votre secteur d'activité? À quel moment ils commencent plus à dire, OK, moi maintenant, j'ai envie de passer et acheter votre produit ou votre solution. Je vais commencer à le comparer à des concurrents. Et puis, je vais contacter l'entreprise. Et puis, je vais devenir client. Et comment est-ce qu'après, j'interagis avec votre entreprise. Donc, c'est intéressant d'analyser tout ça et de regarder tous les touch points que vous pourriez avoir avec justement vos clients. Et il y en a évidemment des centaines. D'où la complexité aussi parfois pour une PME de faire le bon choix de quels sont les bons canaux à utiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une stratégie de marketing, et surtout de marketing digital, où on va utiliser surtout la data pour mieux comprendre la rentabilité des actions marketing, c'est que l'idée, évidemment, il faut se focaliser sur la phase de conversion, mais la phase de conversion, les gens qui veulent aujourd'hui acheter votre produit, votre service, il est relativement faible. Donc c'est intéressant, évidemment, c'est essayer d'optimiser un maximum les gens qui veulent acheter aujourd'hui ou qui sont intéressés par vos services, c'est essayer de les capter. En tout cas, ces gens-là, c'est indispensable d'essayer de les capter. Donc ça se passe essentiellement par un bon référencement, on y reviendra. Ensuite, ce qu'il faut essayer de faire, c'est essayer de travailler en amont pour se faire connaître auprès d'une audience qui, un jour, on sait qu'ils auront besoin de vos services. Et aussi, un autre volume où on peut aller rechercher du chiffre d'affaires, évidemment, c'est tout ce qui est la rétention. Et donc, c'est sur votre base de clients, comment est-ce qu'on peut essayer de faire de l'upselling, du cross-selling, susciter le bouche-oreille, etc. Et de nouveau, il y a plein de techniques marketing et marketing digital pour essayer d'augmenter cette phase-là également. Voilà un exemple de toutes des actions qui existent pour justement générer des leads et créer une base de leads de prospects de clients. On va y revenir en partie sur la plupart de ceux-là. Alors, le premier axe au niveau marketing digital, qui est pour moi le plus important sur du moyen long terme, et surtout pour les entreprises B2B, c'est le référencement naturel, donc le SEO. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs moteurs de recherche. Il n'y a pas que Google. Donc, en fonction des pays où votre activité est réalisée, par exemple, en Chine, c'est Baidu qui représente quasi 95% des moteurs de recherche. Donc, Google est quasi inexistant. Par contre, aux États-Unis, c'est vraiment Google et Yahoo, et Bing, en fait, qui a racheté Yahoo, qui est vraiment, qui se partagent les deux moteurs. Et alors, par exemple, en Russie, c'est surtout Yandex, qui est plus ou moins à 50% avec Google, en tout cas avant la crise ukrainienne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a des moteurs de recherche, donc comme je disais, classiques, mais il y a aussi des moteurs de recherche vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau mondial, le deuxième moteur de recherche le plus utilisé, c'est YouTube. Donc, ce n'est pas un concurrent à Google directement, c'est YouTube, qui évidemment fait partie de Google maintenant depuis quelques années, déjà depuis 2014. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube est un excellent moteur de recherche, même en B2B industriel. N'hésitez pas, une fois à aller faire une requête sur un produit ou un service assez technique, vous allez voir qu'il y a énormément de vidéos qui présentent souvent des éléments très techniques et ça permet justement de se faire connaître également en créant des tutos ou des how-to comme il en existe pas mal. Puis aussi, si maintenant vous avez des applications, le moteur indispensable, c'est les stores, soit Google Play ou App Store. Vous devez être bien référencé dans ces stores, qui est en fait un moteur de recherche pour applications.
On a aussi, et ça je vais passer vite, des moteurs de recherche par thématique, que ce soit le voyage, que ce soit l'achat de produits e-commerce comme Amazon, eBay. Et alors en B2B, il y a des moteurs de recherche qui sont spécialisés pour la recherche de services ou de produits B2B comme Capterra. Alors, au niveau du référencement, on a plusieurs résultats. On a évidemment les 10 résultats naturels, donc le SEO qui est en dessous. Et puis au-dessus, on peut avoir du Google Shopping et du SEA. Alors le SEA, en fait, c'est des liens sponsorisés. Ça veut dire que tant que le visiteur ne va pas cliquer sur le lien, l'entreprise ne paye pas. Et c'est un coût par clic, donc en fonction de la concurrence et de l'optimisation de vos campagnes, vous allez payer un certain coût par clic. Le Google Shopping, l'avantage, c'est qu'on présente directement le produit. Donc, si vous avez un e-commerce et un catalogue sur votre site, eh ben, vous pouvez mettre directement ce catalogue à disposition d'un flux shopping, Google Shopping. Et ça veut dire que quand les personnes vont faire une requête et que votre produit correspond à cette requête, eh ben, il va être mis en avant. Si la personne clique sur le produit, il va directement arriver sur votre site, sur la fiche produit directement. Si ça lui plaît, il ajoute au panier et il peut directement payer. On sait que dans les prochains 6 mois ou peut-être encore peut-être 1 ou 2 années, mais ça va arriver rapidement, c'est qu'il suffira de cliquer sur le produit, de revalider, et puis le produit, il arrivera chez vous quelques jours après. Pourquoi? Parce que vous aurez déjà enregistré votre adresse et votre carte de crédit sur votre compte Google et que plus besoin de repasser, de réencoder sur le site marchand. Tout se fera en 2 ou 3 clics. Donc, on va justement encore améliorer cette expérience utilisateur. Alors, il y a aussi, au niveau référencement naturel, la position 0. Donc, c'est ce qu'on voit, le grand encadré au-dessus. Alors, ce résultat-là, en fait, il arrive pour tout ce qui est la recherche vocale, donc le vocal search. Vous avez certainement des enfants qui utilisent beaucoup l'enregistrement vocal. Eh ben, il y a moyen de faire des recherches vocales. Si vous avez un Google Home ou un Google Nest, ou d'autres outils, donc des enceintes connectées, c'est ce principe-là. Quand vous posez une question à Google, la réponse qui est donnée, en fait, c'est la réponse qui apparaît en position 0, qui est évidemment cruciale si vous voulez justement générer pas mal de visibilité. Et c'est un gros travail à faire pour essayer de se positionner sur toutes les questions que les gens se posent. Alors tout ça, donc le référencement naturel, la position 0, le knowledge graph qu'on voit ici, donc ça c'est basé essentiellement sur Wikipédia, et aussi également la fiche Google My Business. Ces éléments-là, vous ne payez pas pour être présent. Vous allez payer des optimisations, des agents spécialisés ou des personnes en interne qui vont faire un travail d'optimisation sur votre site internet pour faire en sorte que vous avez une fiche Google My Business qui soit bien optimisée, avec des actualités, avec les bonnes coordonnées à jour. Et donc tout ça va permettre de générer du trafic de qualité sur votre site sur de moyen long terme. Mais vous ne payez pas pour le visiteur qui arrive sur votre site ou qui vous contactent par le référencement naturel. Donc, sur de moyen long terme, je vous invite vraiment à faire ce gros travail parce que c'est un gros travail au départ et puis un travail en continu, mais honnêtement, ça fait maintenant 15 ans que je suis dans le marketing digital. C'est rare les entreprises qui n'ont pas eu de retour sur investissement, et surtout dans le B2B. Dans le B2C, il n'y a pas photo, le retour sur investissement il est beaucoup plus rapide, mais dans le B2B, il est aussi tout à fait présent. Un autre élément qui permet de générer des leads et des prospects de qualité, c'est la stratégie de content marketing. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 70% des marques ne délivrent pas du contenu de qualité attendu par vos prospects, vos clients. Et donc, ça veut dire que vous avez une vraie valeur à justement essayer de attaquer entre guillemets certains de vos concurrents qui sont peut-être de très grosses boîtes ou d'autres sociétés qui justement font encore du marketing un peu à l'ancienne et que vous pouvez justement arriver avec une autre approche avec du contenu de qualité. Donc c'est plutôt semer, montrer que vous êtes expert dans votre secteur d'activité, partager vos connaissances. Ok, c'est peut-être pas très commercial dans un premier temps, mais c'est pas grave. Sur le moyen long terme, vous allez voir que vous allez récolter le fruit de votre travail. Autre élément important, c'est que 67% du processus achat, surtout dans le B2B, se fait sans que l'entreprise soit au courant que, en fait, il y a un prospect qui est en train de se renseigner sur votre produit ou votre service. Et donc, c'est hyper important
que quand quelqu'un, je sais pas moi, j'ai envie de, je vais acheter une nouvelle maison, je devrais assurer cette maison. Je vais commencer à faire des recherches sur les types d'assurance, qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui est en plus, est-ce que j'assure mon jardin, etc. Mais toute cette recherche, avant, on contactait un ou deux courtiers ou des sociétés d'assurance et je posais la question. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Internet et je vais moi-même aller rechercher ce type d'informations. Ça veut dire que si ce n'est pas votre marque, votre société qui propose ce type de réponse, ça veut dire qu'au moment où je décide de contacter les 2, 3 sociétés pour avoir un devis, si votre marque à ce moment-là soit n'apparaît pas en top des moteurs, en bonne position, en tout cas en première page Google, ou que votre marque n'est pas top of mind, donc elle n'est pas dans ma tête, eh ben, vous allez passer à côté d'une vente potentielle. Donc vraiment, d'où l'importance de créer ce bon contenu en amont. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le content marketing, comme je disais, donc ça permet de, générer des leads de qualité en ayant justement, et on le verra, eu un opt-in de la part de ce prospect, mais ça permet aussi de supporter votre stratégie de référencement naturel. Ça permet également, le content marketing, de créer du contenu de marque et mettre en avant vos valeurs et votre expertise, mais également pour vos clients existants, il y a du contenu comme un webinaire, c'est une forme de contenu, c'est continuer à travailler et à partager de l'information pertinente auprès de vos clients qui permettront justement soit de faire du bouche-oreille, soit de revenir consommer ou acheter vos services. Alors ensuite, à tout ce qui est publicité. Alors la publicité, pareil, avant quand on faisait de la publicité, on savait grosso modo que c'était rentable, peut-être à 50% en plus, mais on ne savait pas dire quelle est la part de mes budgets sur les actions qui rapportaient réellement. On n'avait pas les statistiques précises, à part éventuellement des Procter & Gamble ou des Unilever qui, eux, avaient les moyens de faire des grosses études statistiques, des grosses études de marché pour pouvoir justement mieux définir quelles sont les actions marketing qui rapportent réellement des ventes. Mais on va dire honnêtement, pour la plupart des PME et des entreprises, on savait que la publicité était rentable, on ne savait pas quelles étaient précisément les campagnes ou les actions qui étaient rentables. Avec l'arrivée du digital, on peut justement mesurer tout ça. Et donc, c'est ça vraiment la force de la publicité, c'est que en fonction du parcours client ou de l'entonnoir, on va pouvoir avoir accès à une panoplie de types de campagnes qui ont permis justement de générer, soit de la visibilité, soit de la notoriété, soit de générer du trafic sur votre site internet, soit plutôt convertir, donc ça veut dire que c'est du remarketing, donc la personne qui est arrivée sur votre site internet par exemple, ou qui a interagi avec une publicité sur LinkedIn, on va pouvoir recibler cette audience-là et représenter un contenu ou une publicité par rapport à votre service. Et puis après, pareil, une fois que vous avez des clients, on peut aussi reprendre une liste d'emails de vos clients et de recibler via par exemple Facebook du bon contenu de qualité sur une nouveauté, un lancement d'un nouveau produit auprès de vos clients existants sur d'autres canaux que votre site ou de l'emailing. Donc voilà, il y a plein de campagnes possibles et tout ça évidemment est basé sur de la data. Et la data, elle est évidemment récoltée par l'entreprise, où l'entreprise a historiquement une base de données de ses clients, ou comme par le passé, et c'est ça qu'on y reviendra, on pouvait acheter des bases de données, ça devient beaucoup plus compliqué par le RGPD, et donc il faut construire correctement cette acquisition de leads, cette acquisition d'adresses email pour pouvoir justement continuer à faire ces campagnes pertinentes et ciblées. Le search advertising, j'en ai parlé, donc il y a le Google Shopping et le SEA classique. En 2 mots, souvent on me pose la question, quelle est la différence entre le SEO et le SEA? Moi, je suis bien positionné en SEO. Pourquoi est-ce que je vais payer pour du Google Ads? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est souvent très complémentaire et que même si vous arrivez sur
on va prendre votre marque en résultat naturel, en première position, ce qui est en principe normal si on tape votre marque d'entreprise. Ça vaut toujours la peine parfois de quand même faire une campagne Google Ads sur votre marque parce que vous pouvez afficher d'autres informations en fonction justement du parcours client ou de la saisonnalité de votre secteur d'activité. Et souvent sur votre marque, le coût par clic, il va être très faible. On parle de 5 cents, 10 cents. Je pense qu'on est quand même prêt à payer 5 ou 10 cents pour être sûr que le visiteur qui cherche votre marque, on lui affiche la bonne information, la plus pertinente possible, et être sûr qu'il arrive chez vous. Par contre, c'est complémentaire parce que pour certaines requêtes, en référencement naturel, vous n'allez pas être bien positionné sur Google. Donc, ça permet justement, grâce au référencement payant, de pouvoir être visible sur certaines requêtes spécifiques, pertinentes pour vous. C'est un peu comme les robinets. On ouvre les robinets, ben, vous avez du trafic qui arrive, vous fermez les robinets, vous n'avez plus de trafic. Donc, ça permet aussi, ben, justement, en fonction de la force commerciale que vous avez, de se dire, OK, ben, vous avez assez de leads pour vos commerciaux, ben, on diminue le budget ou on met en pause. Il n'y a plus assez de leads pour les commerciaux, ben, on réactive et c'est assez agile à ce niveau-là. Alors, Facebook, Instagram, évidemment, est un canal indispensable et incontournable maintenant pour toucher des audiences pertinentes. On a énormément de critères, ça va très très loin. Et donc, on peut, même dans le B2B, on peut aller chercher des gens qui sont pertinents pour vous sur Facebook ou Instagram. Alors, peut-être pas directement en ciblant un profil spécifique, mais comme je disais, on peut faire du remarketing. Donc, quelqu'un qui est arrivé sur votre site internet ou qui a interagi avec vous sur LinkedIn, on peut faire une audience et la cibler avec du contenu pertinent sur Facebook ou Instagram. Donc, les gens seront chez eux le soir dans leur canapé ou le week-end. Ils vont plutôt aller peut-être sur Facebook, Instagram que sur LinkedIn s'ils veulent justement être moins dans l'ambiance professionnelle. Et si maintenant il y a un contenu qui est pertinent, qui les intéresse, ce qui est le cas quand c'est bien réfléchi, eh ben, il dira, ben, c'est intéressant, je le lis. Et voilà, de nouveau, vous interagissez avec votre public cible. Alors, il y a également sur LinkedIn plusieurs types de formats. Donc, on a tout ce qui est le contenu sponsorisé. Donc, ça, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux sur LinkedIn. C'est que l'idée, c'est pas de faire une publicité pour dire que votre produit, c'est le meilleur. C'est plutôt partager votre expertise, votre savoir-faire, une nouvelle loi qui arrive, que sais-je. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment partager de l'information pertinente. Et à partir de là, bah, les gens vont cliquer, vont s'informer et bah, vous rentrez en contact avec des prospects potentiels. Ensuite, on a la publicité. Donc là, ça ressemble à du display. Donc, c'est les encarts publicitaires. Alors là, honnêtement, c'est vraiment dans le haut du funnel si on fait du display classique. Donc, c'est vraiment pour faire la visibilité, de la notoriété. C'est surtout intéressant pour des marques B2C, du retail, ou alors vraiment si vous êtes une marque qui devait toucher énormément de monde et faire vraiment et continuer à travailler sur votre visibilité. Je le déconseille pour des PME. Par contre, ce qui fonctionne bien aussi, c'est tout ce qui est des emails sponsorisés. Donc là, de nouveau, on peut avoir des messages qui sont bien conçus par rapport à la bonne audience et envoyer des emails auprès des bonnes personnes. Un conseil aussi, avant d'envoyer une campagne d'email, peut-être essayer de toucher cette audience-là par du contenu un peu plus qualitatif ou par une bonne vidéo en amont. Comme ça, bah, quand ils vont recevoir un email, bah, ils vont se dire, OK, cette marque-là, je l'ai déjà entendu parler, je serai déjà plus enclin à les lire et éventuellement à répondre. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de publicité sur les réseaux sociaux La vraie raison, en fait, c'est que la portée organique est en chute libre, surtout sur Facebook. On est à moins de 3% de reach sur une page d'entreprise. Donc, si maintenant vous avez une page sur Facebook avec 100 personnes, vous avez moins de 100 abonnés qui vont voir naturellement vos contenus de façon organique. Donc c'est pour ça, évidemment, Facebook, enfin Meta maintenant, n'est pas une ASBL, ils doivent vivre et donc évidemment, ils ont adapté leurs algorithmes pour faire en sorte que si vous voulez avoir de la visibilité en tant qu'entreprise, vous êtes obligé de passer par la caisse et donc de payer pour des campagnes publicitaires.
Alors, LinkedIn, l'avantage, c'est que le reach est quand même plus élevé. N'empêche que si on veut élargir le scope de l'audience que vous voulez toucher, ça vaut la peine de faire de temps en temps des campagnes pour justement cibler vraiment de façon très précise un groupe de personnes avec un bon message. Et ça, c'est vraiment la force des réseaux sociaux, c'est qu'on peut aller rechercher vraiment, et surtout sur LinkedIn, des profils par secteur d'activité, par métier, par poste, par taille d'entreprise, par localisation. Et donc, on peut vraiment adapter les messages en fonction de ces différentes audiences. Comme je disais, YouTube étant le deuxième moteur de recherche, il y a vraiment beaucoup de potentiel de faire de la publicité sur YouTube. Et qu'on se dit souvent, YouTube, c'est peut-être pour les jeunes. Non, il y a une belle grosse croissance d'utilisateurs qui ont 55 et plus. Comme je disais, il y a énormément maintenant de contenu très professionnel, très B2B industriel. Donc, ça vaut la peine également d'être présent de façon déjà naturelle sur YouTube et pourquoi pas, en fonction de vos moyens et des objectifs marketing, de réaliser des campagnes sur YouTube. Il y a différents formats de nouveau qui sont utilisés. En sachant que maintenant, 80% des contenus qui sont utilisés sont maintenant de la vidéo. C'était une statistique qui était pour 2020, on y est clairement. Ça ne veut pas dire que les autres contenus sont moins utilisés, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de contenu qui est lu et on passe de plus de temps en fait sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et donc proportionnellement, évidemment, la vidéo est un format qui monte très très fort. Alors, je ne sais pas s'il y a des retailers ou des gens qui sont dans la restauration ou dans le secteur hôtelier, mais sur Waze, il y a également moyen de faire la publicité de façon ciblée, pertinente par rapport justement à la localisation d'utilisateurs. Alors évidemment, c'est grâce au device qu'on sait où est l'utilisateur. Ce qui compte, c'est d'avoir une audience pertinente, et on l'a avec Waze également. Alors, au niveau analytics, et c'est ça qui va faire le lien par rapport à ce que je vous ai expliqué, c'est que justement, on peut mesurer tout. Et alors, j'ai une petite vidéo, je ne sais pas si on va pouvoir la montrer, qui justement résume un petit peu ce que permet l'analytics. Look at this. The numbers. Voilà, donc vous l'aurez compris, l'analytique permet de mesurer chaque clic, entre guillemets, et donc justement c'est important de mesurer pour éviter ce qui arrive à cette entreprise, de croire qu'il y a plein de commandes qui arrivent, alors qu'en fait c'est juste des clics, bon ici d'un enfant, mais ça peut être des clics frauduleux ou autres. Le son n'est pas bon, monsieur. Voilà, vous m'entendez? Oui. Donc voilà, donc comme je disais... Non, il y a un écho. Voilà. Est-ce que ça va mieux ou pas? C'est réglé? Ok. Donc comme je disais, chaque clic peut être mesuré, et même les déplacements de souris sur un site internet. Donc c'est vraiment ça la grande force du marketing digital, c'est qu'on peut vraiment mesurer énormément d'informations. Évidemment, pour mesurer ces informations, on y reviendra, il y a des règles à respecter. Alors, au niveau maturité, au niveau de l'analytique, il y a 4 étapes dans justement cette analyse. Et l'idée, c'est d'arriver jusqu'à la 4e étape, qui est vraiment cette analyse de se dire, OK, on va avoir une vue par utilisateur, par client. Alors, l'idée, c'est de dire à un moment donné, ce n'est pas le client
unique qu'on veut analyser. C'est à un moment donné créer une audience de clients qui sont très similaires et de comprendre, OK, est-ce qu'ils sont venus dans mon magasin? Est-ce qu'ils ont acheté dans mon magasin? Est-ce que, quels sont les produits qu'ils ont achetés en fonction de la campagne que j'ai lancée en amont? Ben, tout ça peut être mesuré. On peut faire du drive to store, donc avec des techniques marketing au niveau digital, des campagnes, c'est qu'on peut générer du trafic en point de vente et on peut mesurer, voilà, on a fait une publicité pour toucher une audience de 20 000 personnes. Et on ne pourra pas dire exactement qui a été dans le point de vente, mais par contre, on pourra dire sur les 20 000 personnes, combien sont venus en point de vente. Et après, s'il y a un système de caisse enregistreuse qui est intelligent et que la personne a donné son identifiant, ça peut être une adresse email ou autre, et a donné l'accord, on peut à un moment donné mesurer est-ce que la personne qui a acheté était déjà venue en magasin, etc. Donc, il y a moyen d'aller assez loin dans cette analyse de Customer Analytics. Donc, ça, c'est vraiment la dernière phase où on va justement mixer des données cross-device, des données online, offline, mais tout ça, évidemment, dans le respect du RGPD, et on y reviendra. Au niveau des assessments, mais de nouveau, je pense que c'est important au niveau des entreprises de faire un assessment au niveau analytics, où vous en êtes par rapport à l'objectif, à la gouvernance, aux process et aux méthodologies, aux outils qui sont implémentés, etc., pour être sûr que tout ça puisse être mis en place correctement. Alors, un petit case rapide pour vous illustrer que même pour une PME, mettre en place une stratégie de marketing digital en utilisant de la bonne donnée, ça permet justement de générer du trafic. Donc, Accent Langage est une société qui forme les entreprises et des collaborateurs des entreprises au niveau langage. Et ils ont également développé une plateforme Elao, qui est une plateforme dite de test pour mesurer votre niveau de langue. Et cette plateforme est utilisée par l'ENA en France, par pas mal d'universités en Belgique, par des grandes entreprises. Et l'idée, c'est que on a pu, grâce à du marketing, générer plus de 120 000 tests par an. On a généré maintenant des gros prospects en avril. Donc, on a plus ou moins en 4-5 mois, plus de 50 prospects qui sont des grandes entreprises. Et grâce à ça, ils ont pu pénétrer des nouveaux marchés. Donc, c'est aussi pour une PME, parfois c'est difficile de se dire on va commencer à attaquer de nouveaux marchés parce que il faut ouvrir un bureau, il faut engager des personnes sur place, etc. Grâce au marketing digital, ça va permettre déjà de faire un coup de sonde et de tester en fait certains marchés et voir déjà un petit peu si ça répond par rapport à vos produits et vos services. Est-ce qu'il y a le besoin elle-même? Est-ce que la présentation de vos produits, est-ce qu'il faut l'adapter par rapport aux différents marchés? Donc voilà un petit peu quelques exemples très concrets de ce que permet le digital marketing avec l'utilisation de la bonne donnée. Voilà, je propose de laisser la main maintenant à Lexing. Si vous avez des questions peut-être maintenant ou on les fait peut-être à la fin, je ne sais pas ce que vous souhaitez faire. Je pense qu'on les prendra à la fin et que pour l'instant, il n'y avait pas de questions, il me semble, dans la conversation, donc on verra bien. Voilà, j'ai été assez vite, mais c'était vraiment pour respecter le timing pour tout le monde, mais n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions par la suite. Merci beaucoup Simon-Pierre, c'était très intéressant. Donc nous, on va venir avec la partie peut-être un peu plus contraignante, qui est la partie juridique, puisque c'est très bien d'adresser le bon message au bon moment. Le marketing, c'est évidemment très important, mais ce qui est très important aussi, c'est de le faire dans le respect des règles, et c'est ce qu'on va voir avec vous dès maintenant. Ce sont les aspects plutôt légaux. Premier point, on va voir un peu de façon générale quelles sont les règles qui s'appliquent. Alors, au niveau du marketing, on a le marketing direct qui a fait l'objet d'une recommandation par l'autorité de protection des données, qui s'assure de faire respecter en tout cas la législation relative à la protection des données en Belgique. Elle parle de marketing direct plutôt que de prospection comme le fait le RGPD, car on considère que c'est une notion qui est plus large, le marketing direct, que la prospection, qui induit un petit peu le caractère de non-client. Or, on va le voir, les règles en matière de marketing direct visent non seulement les prospects que vous avez, mais également vos clients existants.
Le marketing digital, c'est le marketing qui va uniquement s'effectuer au moyen de canaux numériques, mais le marketing direct dont on va parler vise non seulement le marketing qui se fait par des canaux numériques, mais également le marketing qui peut se faire, par exemple, par l'envoi de catalogues par la poste, mais également par le porte-à-porte. C'est beaucoup plus large que simplement les canaux numériques. Quelle est la définition que nous donne l'autorité de protection des données de ce marketing direct? C'est toute communication qui est sollicitée ou non et qui vise la promotion d'une organisation ou d'une personne, de ses services, de ses produits, que ceux-ci soient payants ou gratuits, ainsi que des marques ou des idées. Donc je m'arrête ici. Premier point, donc le marketing direct implique la promotion. Ce sera parfois uniquement des produits ou des services, ou en tout cas des idées ou ce que propose l'entreprise, mais ça peut être aussi l'image de l'entreprise elle-même, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans le marketing direct des communications qui simplement vont communiquer sur le fait que l'entreprise fait maintenant des produits éco-responsables, etc. Donc ça lui donne une image et ça rentre aussi dans le marketing direct. Ce n'est pas uniquement envoyer des promos sur tel ou tel produit. On exclut dès à présent les communications qui sont faites par des autorités publiques, mais uniquement lorsque celles-ci agissent dans un cadre strictement lié à leurs obligations légales ou leur mission de service public. Ensuite, donc, le marketing direct est adressé par une organisation ou une personne. Ça peut donc être aussi bien une société qu'une personne isolée, par exemple un bourgmestre qui enverrait des tracts par email à son électorat. Ça peut être, c'est une communication qui est faite dans un but commercial ou non commercial. Donc, le non commercial, ce sera par exemple le fait aussi de vous inviter à un événement, puisque l'invitation d'une personne, d'un prospect ou d'un client à un événement, c'est toujours dans un but de promouvoir aussi l'image de qualité de marque d'une entreprise. Elle doit être adressée, cette communication de marketing direct, à une ou plusieurs personnes physiques. Donc, on ne parlera pas de marketing direct et on n'aura pas les règles qui s'appliquent si on adresse ce genre de communication à une adresse générale de type info@ puis le nom de l'entreprise. Il faut qu'il y ait une adresse email qui reprenne le nom, par exemple, et le prénom d'une personne. Et le marketing se fait par plusieurs moyens. Ça peut être donc, comme je le disais, ça peut être l'envoi de catalogue, ça peut être l'envoi de courrier électronique, ça peut être des pop-up publicitaires, etc. Et ça implique le traitement de données à caractère personnel, ce qui fait la différence entre, par exemple, une publicité qui va s'afficher de façon aléatoire sur Internet, donc une publicité qui n'est pas ciblée, où là, on ne rentre pas dans du marketing direct, puisqu'on ne traite pas des données à caractère personnel, c'est une publicité qui s'affiche pour tout le monde, tandis que si la publicité est ciblée, c'est-à-dire qu'on vous l'affiche parce que vous avez certaines préférences qui ont été enregistrées, eh bien là, on parlera de marketing direct. Alors, petite question pour voir si vous avez bien compris tout et pour saisir un petit peu la différence. Est-ce que, selon vous, les autorités publiques peuvent faire du marketing direct au sens de la recommandation de l'APD? On a possibilité de faire un petit sondage qui, normalement, doit se lancer devant vous. Alors, à votre avis, est-ce que les autorités publiques sont concernées par ces règles en matière de marketing direct? Oui, il y a une petite erreur, c'est pas marketing digital, c'est marketing direct. Alors, est-ce que oui ou non, à votre avis, elles sont concernées par les règles? Le sondage ne se charge pas. Ah bon? Il y a eu des sondages, enfin, je l'ai vu le sondage, donc à mon avis, ça va venir. Merci. On va attendre quelques minutes pour voir les réponses. Je vois qu'on a 81% de personnes qui répondent oui. Et en effet, vous avez raison, les règles peuvent s'appliquer aux autorités publiques lorsqu'elles font des communications qui ne sont pas strictement dans le cadre de leurs obligations légales ou leur mission de service public. Petit exemple, lorsque le SCPF Santé envoie un message à toute la population pour promouvoir la campagne de vaccination contre le Covid-19, et que c'est simplement, voilà, dans le cadre de sa mission de promouvoir cette campagne de vaccination, bah là, on rentre dans une communication qui n'est pas du marketing digital, du marketing direct. Mais par contre, si dans ce message, elle va vous fournir des brochures pour les différentes marques de vaccins qui sont proposées, là, on rentrera dans la promotion de produits qui ne sont peut-être pas les siens, mais ce sont des prestataires privés, mais qui a quand même un aspect promotionnel. Bah là, on rentre dans du marketing direct qui est soumis aux règles que nous allons voir. Alors, les règles, justement, c'est le règlement général sur la protection des données. Vous connaissez déjà sûrement, vous avez sûrement déjà entendu parler, donc le RGPD.
et la directive e-privacy, qui constitue une loi plus spécifique relative aux communications électroniques. Alors pourquoi est-ce qu'il faut respecter ces règles? Je vais vous donner 3 bonnes raisons. La première est qu'on a une autorité qui sanctionne le non-respect des règles, et cette autorité sanctionne de plus en plus et a dans son collimateur typiquement les opérations de marketing. Sinon, son plan stratégique 2020-2025, c'est de vraiment viser le secteur du marketing, puisque c'est évidemment un secteur où on collecte beaucoup de données. Deuxièmement, respecter les règles donne aussi une bonne réputation et une confiance. On n'a pas envie de voir non plus son nom épinglé par la presse parce qu'il y a eu une fuite de données, parce qu'on a reçu une amende, parce qu'on n'avait pas respecté les droits des personnes concernées, etc. Et enfin, de plus en plus, on voit des entreprises qui l'utilisent vraiment comme un argument commercial, cette protection des données. On a envie de donner une bonne image et que la personne se dise qu'elle peut avoir confiance en nos prestations de services, etc. Donc, 3 bonnes raisons de respecter la réglementation. Au niveau du RGPD, il s'applique depuis 2018 et il vise les personnes qui sont établies, enfin les entreprises qui sont établies, qui ont leur établissement dans l'Union européenne, ou également les organisations qui sont situées en dehors de l'Union européenne, mais qui proposent des produits et des services à des personnes qui sont présentes dans l'Union européenne. Donc c'est un champ d'application qui est extrêmement large. Il vise tous les traitements de données à caractère personnel, c'est-à-dire des informations qui visent des personnes physiques identifiées ou identifiables. Et le traitement de données, ça peut vraiment être toute opération qui est effectuée sur une donnée. Donc, c'est utiliser une adresse mail pour envoyer du courrier électronique, c'est la collecte de cookies par le navigateur. Ça peut être vraiment toute une série de traitements. C'est une définition extrêmement large. Alors là, e-privacy, je ne reviens pas en détail dessus, mais c'est une loi plus spéciale, enfin, c'est une réglementation plus spécifique pour ce qui concerne les communications électroniques et les cookies, qui vient compléter le RGPD sur certains aspects. Alors, première question, à qui est-ce que je peux envoyer du marketing, des communications marketing? La première chose à faire, c'est que pour pouvoir le faire, il faut que le traitement soit légal. Et pour qu'il soit légal, il faut qu'il réponde à... il faut qu'il soit basé sur ce qu'on appelle une base de licéité qui est prévue dans le RGPD. En matière de marketing, on a 2 possibilités. Soit on fait du marketing parce que la personne y a consenti, soit on fait du marketing parce qu'on dispose d'un intérêt légitime à le faire. Alors, je vais expliquer tout d'abord les 2 bases de licéité, les bases juridiques, et puis ensuite on verra dans quel cas on applique laquelle. Le consentement, c'est évidemment l'autorisation qui est donnée par la personne à qui vous voulez envoyer du marketing. Eh bien, ce consentement, pour être valable, il doit être éclairé, il doit être libre, il doit être spécifique et il doit être univoque. C'est-à-dire qu'il faut bien informer la personne avant qu'elle consente. Il faut qu'elle ait le choix de consentir ou pas. Il ne faut pas lier quelque chose à l'octroi du consentement, sinon on rentre dans quelque chose qui n'est pas libre. Et il faut que le consentement soit également spécifique, c'est-à-dire qu'il doit être donné pour un traitement de données bien défini et pas de façon générale pour tout plein de traitements de données différents. Cette base du consentement, elle est évidemment la première qui est listée par le RGPD, mais elle n'est pas idéale parce que le consentement, il peut être retiré à tout moment par la personne. Il faut bien s'assurer qu'on a la preuve, il faut le recueillir et en plus, il faut garder une preuve qu'on l'a bien obtenue. Donc, on n'a pas toujours envie de se baser sur le consentement et heureusement, on a parfois l'occasion de rentrer dans une autre base juridique qui est l'intérêt légitime. On peut traiter des données si on dispose d'un intérêt légitime à le faire. Parmi les intérêts légitimes qui existent, le fait d'envoyer du marketing digital ou du marketing direct est considéré, c'est sous-entendu par le considérant 47 du RGPD comme un intérêt qui peut être légitime. C'est la première condition. Deuxième condition, il faut que le traitement de données soit bien nécessaire pour réaliser cet intérêt légitime. Par exemple, si vous voulez vous envoyer des catalogues par la poste à vos clients et vous souhaitez aussi leur envoyer un SMS et un mail pour qu'ils s'assurent bien d'avoir, que vous soyez bien assurés du fait qu'ils ont connaissance du fait que le catalogue a été envoyé. Là, vous avez le traitement du numéro de téléphone, du numéro de GSM et de l'adresse email qui sont sans doute pas nécessaires pour atteindre la finalité qui est la promotion de votre catalogue.
Enfin, dernier point, il faut faire une mise en balance des intérêts en présence. Donc, vous avez un intérêt certes légitime à communiquer sur vos produits, mais la personne aussi a des attentes raisonnables vis-à-vis de ce que vous lui proposez. Et il ne faut pas que l'intérêt de cette personne, sa vie privée, la protection des données à caractère personnel, soit prépondérant sur les vôtres pour pouvoir se baser sur l'intérêt légitime. Alors, concrètement, quelle base juridique on va appliquer à quel moment? Quand est-ce qu'on va devoir, entre guillemets, récupérer le consentement? Donc, la directive e-privacy donne des éclaircissements. En fait, pour les personnes qui ne sont pas vos clientes, donc des purs prospects, le principe, c'est celui de l'opt-in, c'est-à-dire qu'il faut que les personnes consentent préalablement pour que vous leur envoyiez, que vous leur adressiez du marketing direct. Par contre, si la personne est déjà cliente ou qu'elle est abonnée ou affiliée à vos services, on a une exception à ce principe de consentement, qui normalement est le principe de base, c'est de pouvoir se baser sur l'intérêt légitime. Et donc dans ce cadre-là, vous ne devez pas demander l'autorisation, vous ne devez pas garder cette preuve-là. Mais attention, c'est uniquement quand vous adressez du marketing direct qui concerne des produits ou des services analogues que ceux pour lesquels la personne est déjà cliente. Si vous vous lancez dans un tout nouveau business ou vous lancez une filiale qui a un autre type de produits et services, vous ne pouvez pas reprendre l'adresse de votre client préexistant et lui envoyer du marketing par email, par exemple. Et attention aussi que lorsqu'on se base sur l'intérêt légitime, qui est donc moins contraignant que le consentement, comme je l'ai expliqué, il faut quand même permettre à la personne de s'opposer au traitement de ces données. C'est une obligation sur laquelle on ne transige pas en matière de marketing. Il faut que la personne puisse s'opposer au traitement de données. Typiquement, lorsque vous recevez du marketing par email, et ça, normalement, vous devez chaque fois le vérifier quand vous en recevez, il faut qu'il y ait la possibilité en dessous de chaque email que vous recevez de vous désinscrire à la newsletter, par exemple. Donc, il y a plusieurs façons de faire, mais l'autorité de protection des données donne des recommandations pour comment le faire. Donc, le mieux, c'est de le faire par le même canal que celui par lequel la communication électronique a été effectuée. Il faut que ce soit fait de façon bien distincte et que ce soit fait de façon à attirer l'attention des personnes, donc, que ce ne soit pas fait de façon très dissimulée en bas du mail, etc. Il faut éviter aussi de mettre simplement se désinscrire, se désabonner parce que ce n'est pas très précis. Il vaut mieux donner un cadre aussi et dire voilà, si vous voulez plus recevoir ce type de mail, vous pouvez cliquer ici. Et le mieux, c'est évidemment aussi de mettre voilà, le fait que la personne a des droits en vertu du RGPD et qui peut s'opposer au traitement. On peut aussi moduler l'opposition de la personne et vous voyez parfois ça, parfois vous pouvez vous désinscrire à toute une série de choses, mais continuer quand même d'accepter de recevoir par exemple un mail pour votre anniversaire, des choses comme ça. Ça, on peut quand même le moduler aussi dans le petit pop-up qui permet à la personne de se désinscrire des opérations de marketing direct. Alors, est-ce que la loi m'autorise à utiliser une adresse mail trouvée sur Internet? Est-ce que la loi m'autorise à utiliser une adresse mail qui est inscrite sur une carte de visite? Deux questions qu'on se pose souvent. Donc, une adresse mail, parce que vous la trouvez sur Internet, ça ne fait pas d'elle une donnée moins personnelle pour autant, même si c'est une donnée professionnelle. Donc, par exemple, ici, les données qui sont sur le site du cabinet, mon adresse email à moi, comme il y a mes initiales et mon nom de famille, ça reste une donnée à caractère personnel. Et si vous voulez m'envoyer de la publicité pour vos produits à destination des avocats, vous devez demander mon consentement. Parfois, on pense que c'est mis sur Internet, donc on peut le prendre. Non, il faut demander le consentement de la personne. Pour les cartes de visite, c'est une question qui est spécifiquement abordée par la recommandation. Je vais y aller vite là-dessus. C'est vrai que parfois, on pense aussi que comme on est dans le cadre professionnel, une carte de visite qui est donnée, ça veut dire qu'on peut renvoyer des newsletters ou on peut envoyer de la publicité à la personne qui nous a donné sa carte. Voilà, parfois, on peut mettre un cadre. Par exemple, une journée, on va dire un salon ou quoi, ou par exemple, vous avez un stand avec votre entreprise, vous mettez un formulaire où la personne peut très bien, toutes les personnes qui seraient intéressées peuvent laisser leur carte de visite et en même temps, elles signent un petit formulaire pour dire qu'elles acceptent de recevoir du marketing, des publicités par la suite. Là, c'est évidemment possible. Par contre, quand une personne vous donne spontanément sa carte de visite, mais qu'il n'y a pas eu vraiment de définition de pourquoi est-ce qu'elle vous la donne, parfois on l'échange comme ça, là, on n'a pas une base valable pour faire du marketing. Il faudrait avoir le consentement de la personne pour pouvoir lui renvoyer du marketing par la suite.
Alors, autre question qu'on se pose souvent, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut utiliser la carte d'identité électronique de ses clients? Ici, je parle plutôt aux personnes parmi vous qui sont vendeurs dans des magasins ou qui disposent d'un magasin, parce que souvent, c'est à la caisse, on vous demande pour faire la carte de fidélité si c'est pas plus facile pour vous de donner simplement la carte d'identité. Alors, c'est possible de le faire, mais attention, il y a un cadre quand même bien spécifique. On ne peut en tout cas pas traiter toute une série de données de la carte d'identité qui sont le numéro de registre national, la photo, l'empreinte, etc. Et puis, surtout, pour le reste, il faut que vous demandiez également le consentement de la personne. Ça, c'est obligatoire. C'est pas facile parce qu'en général, on ne va pas faire signer quelque chose à la personne. Bon, évidemment, elle donne sa carte, donc on peut présumer qu'elle est d'accord. Mais il faut en tout cas aussi bien informer la personne du fait que ces données sont traitées, à quelle fin, etc. Et donc, ça veut dire que vous devez prévoir un petit document d'information sur le comptoir de la caisse qui explique ça à la personne. Vous ne pouvez pas non plus utiliser la carte d'identité et le numéro de registre national pour créer un identifiant unique à la personne dans votre base de données de fidélité. Ça, c'est également interdit. Et autre point important, pour que le consentement puisse être libre et que la personne puisse accepter valablement de donner sa carte d'identité, eh bien, il faut lui laisser la possibilité par un autre moyen d'accéder au système de fidélité. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple lui proposer une alternative qui est un formulaire papier où elle remplit ses données, qui n'est pas donc la présentation de la carte d'identité. Et dans ce cadre-là, le consentement sera donné de façon libre. Si vous ne faites pas ça, si vous ne laissez pas le choix, vous demandez simplement la carte d'identité électronique pour s'inscrire au réseau de fidélité, ben, vous ne respectez pas l'exigence du consentement libre et la PD a par exemple donné sanction de 10 000 € à un commerçant qui n'avait pas respecté cette obligation. Je repasse la parole à Victoria qui va vous parler des bonnes pratiques en matière d'emailing plus spécifiquement. Merci Éléonore. Alors je vois que l'heure avance, donc je vais vraiment essayer d'aller à l'essentiel et entamer la deuxième partie de notre présentation sur les aspects légaux et un peu discuter avec vous des bonnes pratiques à mettre en place pour s'assurer qu'on respecte bien toutes les obligations légales lorsqu'on fait des campagnes d'emailing. Donc on a identifié 6 points d'attention principaux. Le premier, il faut respecter les principes du RGPD, dont l'obligation de minimisation des données. En vertu de cette obligation, on ne peut traiter que les données qui sont nécessaires à la finalité pour laquelle elles ont été récoltées. Ce principe s'applique également en ce qui concerne la conservation des données. Donc une bonne pratique pour assurer le respect de ce principe va être de définir des durées de conservation pour les données. Et une pratique plutôt technique cette fois serait de prévoir un effacement ou un archivage automatique des données après un certain temps, ou alors une alerte qui dit attention, ces données sont là depuis un certain temps, et comme ça une personne va pouvoir vérifier que les données sont toujours nécessaires à leur finalité. Deuxièmement, il faut absolument respecter l'obligation d'information. Lorsque vous avez une base de données, une liste de clients, une liste d'envoi, vous traitez les données à caractère personnel des personnes qui sont reprises dans ce listing. Vous avez une obligation d'informer cette personne concernée du fait que vous avez leurs données, que vous les traitez, mais également de pourquoi vous traitez ces données, comment, pendant combien de temps, etc. Donc cette obligation d'information peut intervenir à 2 moments différents, ou plutôt dans 2 situations différentes. Soit vous êtes la personne qui collecte les données directement auprès de la personne concernée. Donc par exemple, ce sont les clients qui se présentent à votre magasin et que vous encodez dans votre CRM. Soit vous n'avez pas obtenu les informations auprès de la personne concernée elle-même, mais d'un tiers. Donc il est important de garder à l'esprit que ça ne vous exonère pas de cette obligation d'information. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vous-même collecté les données que vous ne devez pas dire à la personne que vous avez et que vous traitez leurs données. Donc dans la première hypothèse, lorsque vous collectez les données auprès de la personne concernée, donc il faut informer la personne de tout un tas de données. Donc l'identité, les coordonnées du responsable de traitement, du délégué à la protection des données, des destinataires des données, des finalités, des bases juridiques, etc. À ce moment-là, vous devez informer les personnes au moment où vous collectez les données. Dans la deuxième hypothèse, donc, vous avez également des informations à fournir, mais vous ne collectez pas vous-même les données auprès de la personne concernée. Donc, toute la liste que je viens d'énumérer doit à nouveau être donnée, toutes ces informations doivent être données à la personne concernée, mais en plus, il va falloir l'informer de la source des données, d'où proviennent les données, comment vous avez obtenu les données sur elles. Donc, fatalement, ce qui change aussi, c'est le moment où vous devez informer la personne, car il n'est plus possible de fournir toutes ces informations au moment de la collecte des données. Donc, le RGPD prévoit que dans ce cas, vous devez donner l'information soit dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données à caractère personnel, mais en tout état de cause, maximum dans le délai d'1 mois à partir de l'obtention de ces données,
Et si les données sont utilisées aux fins de communication avec la personne concernée, au plus tard au moment de la première communication avec cette personne. Une troisième bonne pratique ou réflexe à adopter avant d'envoyer les communications promotionnelles, c'est de s'assurer bien évidemment que le traitement de données repose sur une base de licéité. Donc ça, Éléonore en a déjà parlé. Une quatrième bonne pratique concerne le recours à des sous-traitants. Donc si vous utilisez un prestataire externe pour envoyer les courriers électroniques, donc par exemple Mailchimp, il faut nécessairement tout d'abord conclure avec ce prestataire un accord de sous-traitance qui reprend toutes les mentions légales imposées par le RGPD, mais aussi privilégier au maximum l'utilisation de prestataires qui sont établis dans l'Union européenne. Si vous utilisez un prestataire qui est en dehors de l'Union européenne, ça implique un transfert de données vers des États tiers, ce qui est en principe interdit par le RGPD, sauf dans certaines exceptions. Alors l'avant-dernière bonne pratique, c'est une pratique plutôt technique. Vous devez assurer la sécurité de vos bases de données. Donc pour cela, il faut par exemple prendre des mesures comme faire des backups réguliers, éviter de multiplier les données dans différents systèmes, dans différentes bases de données, ne pas collecter plus de données que ce qui est nécessaire. Donc là, on retombe sur la question de la minimisation des données, supprimer les données obsolètes, à nouveau, ne pas conserver les données plus longtemps que ce qui est nécessaire, et vérifier que les données que vous avez sont de qualité, donc qu'elles sont exactes et qu'elles sont bien mises à jour. Et pour finir, la dernière bonne pratique est de répondre utilement aux demandes des personnes concernées. Donc ça, Éléonore reviendra là-dessus dans un second temps. Vous devez donc adopter toutes ces bonnes pratiques lorsque vous traitez les données afin de faire du marketing direct, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi vous inquiéter de ce qu'il se passe en amont et en aval avec les données. Donc si vous voulez vous partager les données avec un tiers, donc par exemple si vous voulez revendre vos bases de données, vous devez prendre certaines précautions. Le transfert des données est en lui-même un traitement de données et donc nécessite une base de légitimité. Il va falloir demander le consentement pour transmettre les données à un autre prestataire commercial. Et pour cela, le consentement doit être demandé de manière distincte et aussi décrire précisément les catégories de partenaires à qui vous allez envoyer ces données et également la nature de la relation juridique avec ce partenaire. Donc, si ça va être une vente, une location de données ou encore un enrichissement de données. Alors, si par contre, vous allez vous-même obtenir des données d'une tierce personne. Donc, par exemple, si vous faites appel à un data broker. Donc, pour commencer, il va falloir bien choisir ce partenaire. Il faut qu'il présente des garanties de collecte licite et loyale de données et également des garanties en termes de qualité de données. Une fois l'information obtenue, il faut remplir son obligation d'information, dont j'en ai déjà parlé. Mais surtout, il faut assurer que la personne qui a collecté les données initialement l'a fait de manière conforme au RGPD. Donc, lorsque le responsable de traitement n'a pas lui-même collecté les données, l'APD dit qu'il doit être en mesure tout de même de démontrer qu'il a vérifié la légalité du traitement par le responsable de traitement initial, donc celui qui a collecté les données, avant d'acheter un fichier d'adresse. Donc, c'est une sorte d'obligation de due diligence quand ce n'est pas vous-même qui avez collecté les données. Donc, dans sa recommandation sur le marketing direct, l'APD a fourni toute une liste de questions à poser au data broker pour s'assurer que les données ont été conformément collectées. Donc, par exemple, si le consentement a été recueilli, demander la preuve du consentement, comment les données ont été recueillies, par qui, dans quel contexte, etc. Alors, savoir envoyer légalement des campagnes publicitaires, c'est bien. Encore faut-il savoir à qui envoyer ces campagnes pour assurer une efficacité optimale de la publicité. Donc, on va rapidement analyser 3 méthodes de marketing digital qui sont certes fort répandues, mais qui posent pourtant beaucoup de questions quant à leur conformité au RGPD. Donc, la première des stratégies qu'on va analyser, c'est l'utilisation de services de Facebook pour créer des audiences d'envoi de messages. Rapidement, comment ça se passe? L'annonceur va établir un public cible. Par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est de viser des hommes et des femmes qui ont des enfants entre 0 et 10 ans et qui résident dans des communes francophones de Belgique. Ils vont reprendre dans leur propre base de données tous les membres qui matchent ce profil et ils vont ensuite introduire cette liste dans l'outil de Facebook. Facebook intervient ensuite, il va établir une audience cible qui reprend les membres identifiés pour lesquels Facebook retrouve un compte sur Facebook et, si demandé par le client, d'autres utilisateurs Facebook qui ne faisaient pas partie de la base de données initiale du client, mais qui ont un même profil, un profil similaire aux membres qui étaient listés. Donc, on le sait, les grands acteurs californiens de type Facebook ne sont pas connus pour respecter assidûment le RGPD et l'utilisation de l'outil Facebook implique forcément de donner à Facebook des données supplémentaires sur des gens qui
peut-être sont déjà des membres de la plateforme, mais également des données sur des gens qui ne le seraient pas. En toute hypothèse, l'utilisation de ces outils reste très risquée et dans tous les cas, ça implique une série d'obligations assez lourdes à respecter, dont la conclusion d'un accord de co-traitance avec Facebook et au minimum informer les personnes du traitement de leurs données dans ce but. Donc il va falloir ajouter une mention sur cet aspect dans votre politique de protection des données. La deuxième stratégie efficace mais qui pose question, c'est le RTB, le Real-Time Bidding, ou en français les enchères en temps réel. Donc c'est un mécanisme complexe qui repose sur l'utilisation des cookies. Donc je ne vais pas m'attarder ici sur la question des cookies, seulement qu'il faut être très vigilant à respecter toutes les législations applicables en matière de cookies, car des amendes lourdes ont déjà été infligées pour non-respect de ces règles. Alors, le Real-Time Bidding, qu'est-ce que c'est et est-ce légal? Comment ça fonctionne rapidement? Pour commencer, les internautes consultent une page Internet et lors de cette consultation, des données vont être recueillies sur eux, typiquement grâce à l'utilisation de cookies. Ces données vont ensuite être envoyées à des intermédiaires qui vont faire un appel d'offres. Cet appel d'offres consiste en une présentation du profil de la personne qui se connecte, donc du profil de l'internaute, sur base des données qu'on a déjà recueillies sur lui. En fonction de ce profil, les annonceurs vont évaluer la valeur qu'ils attribuent à cette personne. Donc, ils vont analyser et plus ou moins enchérir pour attirer l'attention de cet utilisateur. L'annonceur qui aura au final proposé le prix le plus élevé va remporter l'appel d'offres et c'est sa publicité qui sera affichée sur le site web et qui sera vue par l'utilisateur. Donc, la question qu'on se pose ici, c'est est-ce légal? Une décision récente de l'Autorité de protection des données a rapidement adressé la question de la légalité du RTB. L'APD avait reçu toute une série de plaintes visant la société IAB Europe qui a mis en place un ensemble de règles qui sont supposées assurer une collecte d'un consentement valide à l'utilisation de cookies qui servent ensuite aux enchères publicitaires en temps réel. Donc, à l'occasion de cette décision, l'Autorité de protection des données a dit que, premièrement, seul le consentement peut servir de base légale pour obtenir les cookies servant au RTB et qu'ensuite, le consentement récolté n'était pas valide car il n'avait pas été suffisamment éclairé. Donc les utilisateurs sont invités à donner leur consentement alors que la plupart ignorent, ils ne savent pas que leur profil va être vendu à maintes reprises chaque minute afin de montrer leur profil à des publicitaires. Donc au final, l'Autorité de protection des données a infligé une amende de 250 000 € à IAB Europe. Maintenant, IAB Europe a déjà fait appel, donc affaire à suivre. Et pour finir, je vais rapidement aborder le service AdWords de Google, qu'on appelle aujourd'hui le service Google Ads. Donc, ce service consiste à commercialiser des mots-clés pour avoir un meilleur référencement dans les résultats du moteur de recherche Google Search. Ainsi, lorsqu'un internaute entre un mot-clé dans sa recherche Google, la publicité de l'entreprise qui a acheté ce mot-clé va apparaître en priorité. Alors, selon la jurisprudence de la Cour de justice, l'achat d'un mot-clé identique à la marque d'un concurrent, dans le cadre d'un service donc de référencement sur Internet pour des produits et services identiques à ceux de ce concurrent, n'est interdit que si ça porte atteinte à la fonction essentielle d'identification de la marque. Donc, un petit exemple, si je fais une recherche sur Google, je tape chaussures Nike. Étant donné que Adidas aurait acheté le mot-clé Nike, je vais voir apparaître dans les résultats de recherche une pub intitulée chaussures Adidas. Dans ce cas, la pratique est bien licite, étant donné que lorsque je vois l'intitulé chaussures Adidas, même si j'avais initialement recherché chaussures Nike, je sais que je n'ai affaire non pas à Adidas, mais non pas à Nike, mais à son concurrent Adidas. Donc, acheter le mot-clé de son concurrent est possible et c'est légal tant que le titre de l'annonce n'induit pas en erreur l'internaute. Donc, en cas de réclamation, en cas de plainte, ce sera le juge qui appréciera s'il y a ou non un risque de confusion. Et si tel est le cas, on pourrait engager la responsabilité pour contrefaçon, voire pour concurrence déloyale. Alors, comment empêcher ça? Comment empêcher qu'on achète le mot-clé qui est en réalité votre propre marque? Il y a toujours la possibilité d'acheter son propre nom de marque sur AdWords. Donc voilà, Éléonore va maintenant vous parler de comment gérer les requêtes des leads et éviter d'avoir des ennuis. Merci beaucoup. Alors oui, parce que évidemment, il y a encore un aspect qui est assez important à mettre en place, c'est lorsqu'une personne va faire valoir un de ses droits dont elle dispose en vertu du RGPD sur ses données à caractère personnel. Au niveau des plaintes qui sont déposées à l'autorité de protection des données, ce sont souvent des plaintes qui sont déposées donc, par des personnes concernées par des traitements.
Et les principales sources de ces plaintes, ce sont des réponses insatisfaisantes à une requête qui est faite par la personne pour obtenir accès à ces données, pour obtenir une rectification de données, un effacement, etc. On a aussi des plaintes qui sont liées à l'usage des caméras, ça c'est assez fréquent aussi, et au marketing direct. Donc, ce sont vraiment 3 principales sources de plaintes. C'est pourquoi on fait un point là-dessus également, car il est très important de répondre de façon adéquate. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur tous les droits des personnes concernées, mais la personne dont on traite les données a le droit, en tout cas, d'être informée, ça on l'a déjà vu. Il faut qu'elle sache exactement qu'est-ce qu'on traite comme données, à quelle finalité, combien de temps on les conserve, etc. Elle peut aussi accéder à ces données, elle peut s'opposer au traitement, ça on l'a vu tantôt avec le traitement des données des clients en matière de marketing direct. Elle peut aussi demander l'effacement de ces données si c'est possible. Parfois, on verra que ce n'est pas possible, mais en tout cas, quand on a des données traitées sur base du consentement, on peut par exemple demander l'effacement de données une fois que le traitement a cessé, mais aussi rectification des données par exemple, lorsqu'on a un nom qui est mal orthographié, etc. Alors, ces différents droits peuvent être exercés par des personnes en adressant par exemple un mail, un courrier à votre entreprise, et vous devez absolument gérer cette demande. Vous ne devez pas la laisser pourrir dans un coin parce que ça pourrait se retourner contre vous. La première chose à faire, c'est de bien s'assurer qu'on répond à la personne dans un délai d'1 mois. Alors, soit on répond et on donne accès aux données, on rectifie les données, on fait ce que la personne a demandé qu'on fasse, on exécute sa demande, soit la demande de la personne est plutôt complexe, par exemple, lorsqu'on a une grande quantité de données et qu'elle demande d'y avoir accès et d'avoir une copie, là, c'est pas toujours facile de donner cette information directement, donc on demande une prolongation. La prolongation, elle peut aller jusqu'à 2 mois. Elle ne peut pas excéder ces 2 mois supplémentaires, mais en tout cas, on doit quand même informer la personne du fait qu'on demande une prolongation, en tout cas qu'on lui répondra d'ici 2 mois. Ou si on ne peut pas faire droit à la demande de la personne, par exemple, si c'est un de vos clients qui demande que vous supprimiez les factures qui lui sont relatives, bah voilà, vous avez parfois des obligations légales qui vous obligent à conserver certaines données relatives à la comptabilité, bah, vous ne pouvez pas supprimer cette donnée. Donc là, vous devez dire, bah voilà, on ne peut pas supprimer cette donnée, on explique les motifs et la personne comme ça obtient une réponse. Après les 2 mois, quand on a eu ce cas de figure où on ne savait pas répondre directement, bah, à nouveau, on dit d'accord, soit on dit on ne sait pas le faire et on donne les motifs. Attention que l'exercice des droits des personnes, les personnes peuvent l'exercer sans que vous leur exigiez un paiement de leur part, ça c'est interdit. Et aussi, attention, parfois vous allez avoir des demandes et vous n'êtes pas sûr que c'est bien la personne concernée qui est à l'origine de cette demande. Vous pouvez vous assurer de l'identité de cette personne en lui demandant une preuve d'identité. Ça peut être possible aussi. Gardez bien aussi, lorsque vous avez des demandes de ce genre, des preuves de réponse, des preuves de l'effacement, des données aussi. Ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir des réponses types à adresser. Peut-être la première qui dirait « on a bien reçu votre demande, on va la traiter d'ici 1 mois, vous aurez une réponse ». Ça, c'est des emails types que vous pourriez avoir en stock et que vous envoyez chaque fois que vous avez une réponse. Comme ça, vous vous assurez que vous avez bien un suivi. Ça, on peut toujours aussi vous aider pour formuler ce type de message, évidemment. Je repasse la parole à Victoria qui va vous parler justement d'une décision de l'APD en matière d'exercice des droits des personnes concernées. Merci. Alors brièvement, cette décision est très intéressante parce qu'elle illustre vraiment la difficulté de qualifier les requêtes que vous pouvez recevoir d'une personne concernée et elle illustre également l'importance de bien savoir de quoi il s'agit. Donc là, il était question d'une personne qui avait adressé un courrier à un magazine qui avait été traité par le mauvais département et n'a donc pas reçu la réponse suffisante. Donc, c'était une personne qui avait reçu un courrier qui indiquait qu'elle avait conclu par téléphone un abonnement pour ce magazine. Et elle a ensuite adressé un courrier au magazine en demandant comment est-ce qu'ils avaient eu les données et en demandant quelles données ils avaient sur elle. Donc, vous voyez ici à l'écran le courrier qui avait été adressé. La personne demande en substance « Veuillez me communiquer dans les 8 jours toutes les données que vous possédez à mon sujet et le cas échéant au sujet de l'adresse de mon domicile. Comment avez-vous eu connaissance de mon numéro de compte bancaire? Je n'autorise jamais les domiciliations. » Donc là, si vous suivez encore, un dernier petit sondage. Donc, le client mécontent fait valoir, donc par rapport à ce que Éléonore a expliqué, quel est le droit qu'il fait valoir à ce moment-ci et quel est le délai dans lequel le magazine aurait dû répondre. Alors, je vois déjà que
plusieurs réponses. Voilà. La deuxième question. Donc, en principe, tout le monde a compris. Il était bien question d'une demande d'accès et une demande d'effacement. Pardon, une demande d'accès et une demande d'information. On demande l'accès, on demande toutes les données dont on possède à son sujet. Et on demande également comment est-ce que les gens ont eu ces données au départ. Et donc, c'est une demande d'information. Donc là, en fait, quand on lit la décision, ce qu'on apprend, c'est que le problème, c'est que la personne qui a réceptionné cette demande ne l'a pas identifiée comme une demande d'accès. Elle a directement transféré la demande au département abonnement qu'il a classé par erreur comme étant déjà traité et non au département spécialisé vie privée. D'où l'importance de bien savoir identifier une demande. Dans cette affaire, l'APD va nous dire que la personne concernée ne doit pas préciser l'article du RGPD sur lequel elle fonde sa demande et qu'il n'est pas nécessaire non plus qu'elle adresse la demande via le canal dédié. Donc, si par exemple, vous avez mis en place une adresse DPO, une adresse privacy, un formulaire justement pour lequel les personnes peuvent adresser leurs questions en matière de protection des données ou même un dashboard pour gérer soi-même l'utilisation de ces données et que la personne n'utilise même pas ces outils spécifiques, il faut tout de même répondre à la question de la personne. À ce sujet et pour clôturer notre présentation, nous vous rappelons que l'APD a développé des nouveaux documents dont des modèles de lettres pour l'exercice de droit, donc des modèles pour soi-même exercer ses droits, mais également des modèles pour répondre aux demandes des personnes concernées qui vous adresseraient une requête sur base du RGPD. Merci à tous pour votre présentation et on est bien entendu disponible pour des questions, même si on a un peu dépassé l'horaire prévu initialement.